la protection de l'enfance. Bonjour Stéphanie. Bonjour Steve. Il se trouve que maintenant on se tutoie, alors que pendant tout le temps où on était en relation dans le cadre du placement de ton enfant, on se vous voyait par obligation professionnelle. Mais ça s'est terminé, on peut se tutoyer maintenant. Bien. Donc tu es la maman de Charles Quentin. Oui. Et je t'interviewe pour faire un complément à son interview à lui, pour donner un point de vue parental, et aussi parce que le placement familial, c'est aussi une épreuve pour les parents. Oui. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Stéphanie, je suis maman de 4 enfants, dont 3 frères directs de Charles Quentin. Donc, il a eu 2 frères, oui, voilà. 2 autres D'accord. avec lui. Ok. Et son papa ? Son papa a donc les 3 gars, plus 2 autres enfants de femmes différentes. D'accord. Bon. Un passé un peu plus sulfureux. Un peu plus compliqué, oui. Alors, l'objectif de l'interview d'aujourd'hui, c'est de raconter un petit peu le parcours qui a mené finalement au placement de Charles Quentin, mais en démarrant bien plus tôt chronologiquement, puisque l'histoire du père de Charles Quentin est assez parlante par rapport à ce qui pourra arriver après. Donc, est-ce que tu peux commencer déjà à raconter ce que tu connais de l'histoire du papa de Charles, et puis ensuite, on va avancer dans l'histoire. Ouais, donc oui, c'est plus ou moins la même chose. Le papa de Charles Quentin a été avec une maman qui aimait l'alcool et le sexe, et c'était ce qui l'amenait en fait, sa vie. Et le papa, c'était quelqu'un de très intériorisé, très solitaire, très dans le boulot, qui ne voyait pas ce qui se passait à la maison, qui s'en foutait en fait. Là, on parle des grands-parents de Charles Quentin. Oui. Des parents de son père. Oui. D'accord. Et malheureusement, c'est que tous les garçons, entre guillemets, de cette fratrie de 8 enfants, je dirais, il y en a 5 qui ont été placés. D'accord. En foyer, suite à des accidents de vie, suite à de la maltraitance, suite à beaucoup de choses. Et du coup, ça a été très très compliqué pour Michael. D'accord. Tout petit, déjà. D'accord. Michael, qui est le prénom donc, du père du de papa de Charles Quentin. D'accord. Ce qui fait qu'effectivement, ça peut expliquer, c'est ce que je venais de dire, ça peut expliquer une partie des difficultés de Charles Quentin, parce que quand on a eu un père qui a eu ces difficultés-là, il peut arriver qu'il y ait une reproduction des comportements. Voilà, des schémas éducatifs familiaux. Ouais. Il est placé à quel âge, donc le papa de Charles ? Alors, Michael, les tout premiers moments où il a été placé, c'est quand il est arrivé à l'hôpital, il avait la tête qui était fracassée, et du coup il a été plongé dans le coma, et là-dessus sa maman a fait de la prison par rapport à ça, puisque c'est passé au tribunal. Donc Michael doit avoir peut-être 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. Oui. Donc très très jeune. Donc il est placé très jeune. Ouais. Oui, et tous ses frères derrière ont été placés, puisqu'il n'y avait pas de fille. Ici, il y avait Fabienne, qui elle aussi a été placée, mais qui était déjà un petit peu plus vieille. Donc, mais tous les enfants ont été placés. Il n'y a que ceux d'après qui n'ont pas, les filles qui sont arrivées après, qui n'ont pas été placées. Qui n'ont pas été placées. Non. Peut-être parce que le comportement des parents a changé ensuite. Alors ils se sont séparés en fait, et sa maman a refait sa vie, mais avec plein d'amants, et son papa a retrouvé quelqu'un, il a déménagé sur Le Mans, elle était sur Nantes. Mais c'était compliqué avec la belle-mère, parce qu'elle, de son côté, avait déjà eu des enfants aussi. Et du coup, il n'y avait que ses enfants qui étaient bien, qui étaient formidables et tout, et les enfants de Maurice étaient des moins que rien, donc il ne l'aimait pas. Ouais. Donc il lui a fait, lui et son frère Christopher ont fait plein de choses pas sympas, puisqu'ils étaient tous les deux placés. Il faisait pipi dans les plantes, et voilà, il lui mettait des somnifères dans le yaourt pour pouvoir fuguer et aller se balader le soir avec les copains. Oui, on peut comprendre que ça a été difficile pour elle aussi, oui. Oui, non, mais c'est ça. C'est pas que elle qui l'aimait pas, c'est qu'il lui faisait aussi plein de trucs pas sympas, quoi. Oui, il lui rendait bien. Là-dessus, les enfants, une fois qu'ils ont dû avoir l'âge, je pense vers 13-14 ans,
Ils ont demandé à retourner chez leur mère, qui elle n'avait pas changé. Ils sont restés là-bas, mais il y avait du coup des sœurs qui étaient arrivées entre-temps. Il y avait deux petites sœurs, trois. Et du coup, Michael, lui, a grandi dans le sens où il fallait qu'il aille voler dans les magasins pour faire manger ses frères et sœurs, quoi. Oui. Avec son frère de qui il arrivait, Christopher. En fait, voilà, c'était une vie qui n'était pas une vie d'adolescent, quoi. Qui n'était pas une vie très Non. épanouissante. Ouais. Donc voilà. Et par ailleurs, ça peut aussi expliquer le comportement qu'il va avoir plus tard, on va en parler adulte, parce que il est finalement habitué à vivre en volant. Oui. Ah bah oui. Ce qui devient quelque part sa normalité. Oui. Puisque pour lui, c'était logique de voler pour vivre normalement comme tout le monde, quoi. Mais... Voler quelque part, adolescent, pour aller nourrir ses frères et sœurs, je ne vais pas lui jeter la pierre, hein, même si c'est pas idéal. Voilà, mais c'était plutôt... voilà. Mais c'est un problème, parce que ça l'habitue à ça. Ouais. Et du coup, c'est ça qu'il a perdu après, je pense. Il s'est perdu dans toutes ses émotions d'enfant. Donc il va vivre sa vie d'adolescent jusqu'à ce qu'il ait 18 ans, évidemment, comme tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh ben, il s'engage dans l'armée, il fait l'armée la marine. Il est du côté d'Hyères et à Toulon. Ça doit être la base, est à Toulon. Du coup, il a eu cette période qui l'a bien aidé à relever la tête, à sortir un peu de tout ça. Et malheureusement, c'est que l'armée, c'est trop court, je dirais. Ouais. Parce qu'il a fait son service militaire, en fait, oui, il s'est pas voilà, engagé. à l'époque, non, c'était le service militaire. Et... Oui, l'armée, c'est assez bien pour donner un cadre, évidemment, hein, le cadre qu'il n'avait peut-être pas forcément eu avant. Et une fois qu'il est ressorti de tout ça, il a vivoté un peu dans le sud de la France, mais il n'était pas à sa place, c'était pas son objectif de vivre tout seul là-bas, donc il est remonté sur Nantes, et du coup, il a fait des rencontres. Il a rencontré sa première compagne, avec qui il a eu un enfant. Ça s'est pas très bien fini entre eux. Derrière, il l'a rencontré tout de suite après. Je pense qu'il l'a connu entre-temps. Ouais. Et il a eu un deuxième enfant avec qui il s'est séparé très vite aussi. Et derrière, il m'a rencontré moi. Mais moi, je n'en voulais pas de Michael, en fait. Alors, raconte comment ça s'est passé. Eh ben, moi, c'était une amie à moi qui voulait absolument Michael. Vas-y, tiens, je te le présente. Et moi, connaissant le Coco, justement, je m'étais dit non, il ne changera jamais, c'est pas quelqu'un avec qui je peux construire quelque chose. Et puis on est restés amis et ça a duré 2 ans. Et au bout de ces 2 ans, j'ai dit bon, il se tient avec Caro, il est plutôt pas mal et sympa, donc voilà, on passe vraiment des moments cool. Et du coup, j'ai baissé les armes et on s'est mis ensemble. D'accord. Et au bout de 2-3 ans, on a eu nos enfants respectifs après. Paul-Louis, Charles-Quentin et Jules-Émilien, le petit dernier. D'accord. Qui sont là les nôtres. D'accord. Ça se passe comment ? C'est assez sulfureux au niveau du travail, puisqu'en fait, on a monté une société tout de suite. Et j'étais pas du tout d'accord, moi, avec sa façon de faire la comptabilité. Oui, de gérer, oui. Voilà. Donc, moi, je me suis retirée de tout ça. J'ai travaillé ailleurs et je l'ai laissé dans sa société. J'ai pas continué. Et du coup, après, la vie a continué. Et moi, je m'en foutais. C'était sa société et je n'en faisais plus partie, quoi. D'accord, ok. Par contre, quelques années après, on a eu de nouveau... Moi, j'ai eu une autre société. Lui en avait une toujours. Et en fait, il a appris à accaparer la mienne pour fusionner avec la sienne. Et là, pareil, moi j'ai dit, je rentre pas là-dedans, c'est pas mon truc, donc tu te débrouilles. Et, c'est-à-dire que tu parles de malversation ? Oui. Ouais. Comptable ? Oui. D'accord. Ouais. Il prenait de l'argent aux clients, malheureusement, mais sans rien faire derrière, quoi. Donc. D'accord. Moi, ça, je l'ai découvert après. Hein. Je suis passée au tribunal, en fait, pour ça. C'est-à-dire que tu as été attaquée au tribunal ? Puisque la société, il y en avait une qui était à moi, mais que lui la voulait, donc j'ai tout laissé. Je dis, vas-y. Moi, les enfants, en plus, étaient malgré tout encore avec moi aussi très souvent. Donc, l'école et tout, c'était une
occupation importante, donc beaucoup de temps pour eux, quoi. Donc je l'ai laissé faire et voilà. Ce qui l'a mené derrière à la prison, quoi. Oui, ce qui l'a amené à la prison. Oui. D'accord. Le fait est que quand nous on a connu Charles Quentin, il était en prison à ce moment-là. Oui. Alors tu disais qu'il y a eu effectivement des difficultés, mais c'était surtout pour le travail en fait, parce que sinon vous entendiez bien. Oui, dans l'ensemble, oui. À part le travail où là c'était incompatible entre nous, puisque moi je suis quelqu'un de très droite, je dirais, et très carré. Voilà. Et même dans l'éducation des enfants. Mais du coup, voilà, c'était vraiment le plus gros point noir de notre couple, c'était ça. Alors quand tu dis dans l'éducation des enfants, alors j'anticipe un petit peu, mais oui, c'est quelque chose qui nous a marqué quand on reçoit Charles Quentin. Nous, on nous le décrit comme la tornade blanche, je vais en parler, enfin j'en ai déjà parlé dans son interview, mais étonnamment, par rapport à d'autres enfants qu'on avait pu voir, on reçoit et on accueille un enfant qui est très bien élevé. Mais oui. Qui dit merci, bonjour, s'il te plaît, toujours, enfin impeccable. Et ça nous a étonnés. Ça nous a étonnés. Ben ouais. Donc oui, c'est pour abonder, oui, très bien élevé, Charles Quentin. Et alors il y a une autre chose aussi, et là ça fait un peu étonnant, c'est que il s'appelle Charles Quentin, Quentin avec un A, A-I-N. Oui. Ce qui n'est pas l'orthographe, on va dire, classique, même si dans les noms propres, il n'y a pas d'orthographe. Mais ça nous étonne parce qu'effectivement, du coup, on voit un enfant très bien élevé avec un nom, avec entre guillemets une faute, entre guillemets évidemment. Et ça nous étonne. Et alors, du coup, tu m'as expliqué que c'est comme ça que tu as voulu l'écrire, en fait. Oui, parce qu'en fait, comme il était blond, et quand je dis Charles Quentin, ça va s'écrire A-I-N, comme le pain. Et si lui se souvient de l'anecdote, parce qu'on lui a souvent rappelé, il est blond, il est comme le pain. Donc j'ai mis A-I-N. D'accord. Mais c'est pas une faute d'orthographe. Non, c'était volontaire, tu avais envie d'avoir qu'il ait cette particularité. Comme tu l'as déjà dit à plusieurs reprises depuis le début, Charles Quentin, il avait une particularité que nous, on a vue d'ailleurs, il me semble qu'on en parle dans son interview, c'est qu'il est blond. Oui. Or, dans sa famille, ses frères, toi et son père, vous étiez tous bruns, très bruns en plus. C'est-à-dire que nous, quand on le voit arriver, effectivement, comme on lui dit, il nous montre une photo de sa famille et il nous dit je leur ressemble. Hein. Et nous, on le voit, on regarde la photo et on se dit qu'est-ce qu'on lui répond là? Et effectivement, ce que tu m'as appris après, c'est que son père, plus jeune, était blond. Oui. Oui, Michael était blond comme les blés, mais sa maman, elle est rousse et son papa était châtain très clair. Donc en fait, même ses sœurs, elles sont blondes encore à l'heure d'aujourd'hui. D'accord. Il n'y en a qu'une, et Tony, qui sont très, très bruns, mais Christopher, son frère, il est blond. D'accord. Donc en fait, non, il tient du côté de son papa, c'est dans les gènes du papa, le blond. C'est pas de mon côté, puisque nous, oui, on est vraiment tous très, très bruns. Et nous, très rapidement, ce qu'on se pose comme question, c'est que est-ce que cette différence physique joue pas? Alors, tu vas en parler, en tout cas, tu vas donner ton point de vue, mais joue pas quand on sait que c'est le seul de la fratrie qui a été placé, on se demande si ça n'a pas joué. Tu vas donner ton point de vue, j'en ai déjà parlé avec lui. Mais oui, parce que tout le monde, en plus, que ce soit les éducateurs ou tout le monde m'a posé la question, est-ce que c'est le même papa? Oui, c'est bel et bien le même papa. Oui. Et moi, je lui ai dit à Charles Quentin, si tu as le moindre doute, on peut faire un test. À l'époque, son papa était encore vivant et il n'en voyait pas l'intérêt parce que, maintenant, si même encore à l'heure d'aujourd'hui, s'il veut faire le test, moi, je suis sûre de moi, donc je n'ai pas fauté. Donc tu me dis que quand il est, tu as un accouchement super rapide. Oui. De toute façon, j'ai franchi la porte, on m'a mis en salle d'accouchement, 20 minutes après, il était né. Oui, rapide. Très rapide. Bon, en même temps, j'ai envie de dire bien pour la maman, parce que pas douloureux, du coup. Non, et puis c'était des petites crevettes que j'ai pondues, moi. Ouais. Et en fait, ça, potentiellement, avec le temps, après sa naissance, tu te demandes, vous demandez collégialement, je veux dire, si ça n'a pas posé un problème, parce que Charles Quentin, dès sa naissance... C'était une petite boule de nerfs. Ouais. Il était toujours... à demander de l'attention, à pleurer, à vouloir, à être dans les bras, à toujours... Et en fait, je suis allée voir le médecin qui m'a envoyé voir un ostéopathe et qui là m'a dit peut-être que sa naissance a été traumatisante, dans le sens où justement il est sorti très vite. Il n'a pas pris le temps de naître. Il n'a pas pris le temps de prendre conscience des contractions, du passage dans le col,
l'a sorti. Et du coup, on lui a refait vivre ça avec un ostéopathe. Mais derrière, ça n'a rien changé. Charles Quentin est resté un petit paquet de nerfs. Ouais. Alors tu m'as dit que ça avait un petit peu légèrement changé, mais pas... C'était surtout par rapport au repas, par rapport à des choses, parce qu'il régurgitait tout le temps, puisqu'il était très nerveux, que là, il gardait les repas, il était un petit peu plus calme, il arrivait à se poser et à jouer. Mais dès qu'il avait 1 an, par contre, c'était catastrophique, quoi. C'était tout de suite... Il n'acceptait pas le nom, quoi, la frustration du nom. C'était impressionnant, parce que moi, je me souviens de mon papa, il pleut, mais des cordes. Charles Quentin décide de vouloir aller jouer dehors. Mon papa lui dit, bah non. Du coup, il prend Charles Quentin. Il a quel âge? Et là, il a 1 an et demi. Hein. D'accord. Il prend la main de Charles Quentin, il referme la porte, et là, Charles Quentin se tient debout, il se laisse tomber, il se pâme, il se révulse les yeux, et voilà. Et là, du coup, moi, j'étais pas là. Quand mon papa m'appelle en me disant « Stéphanie, il y a eu un accident, Charles », donc il avait appelé les pompiers et tout. Et en fait, non, dans les 30 secondes qui sont... les 3 minutes après, le gamin était là, il était content, il jouait comme si de rien n'était. D'accord, Et mon papa me dit, mais qu'est-ce que je fais Donc, voilà, ça a démarré tout petit, en fait. D'accord. Cette frustration était... Mais entre toutes ces crises, c'était un petit garçon adorable. Mais ouais. Ah bah oui, moi j'ai plein de souvenirs avec Charles Quentin qui sont magiques, en fait. Ouais. Alors, juste à titre indicatif, moi, Charles Quentin, c'était mon petit prince. Ouais. Ben, il y a le fameux livre, Le Petit Prince, qui pour moi est un petit garçon blond, justement, et c'était le Petit Prince. Donc, voilà. D'accord. Et moi, j'ai passé des moments super sympas avec lui, en fait. Et alors, j'anticipe un petit peu parce que ça va être compliqué comme ça toute son enfance. Oui. Quand on nous le présente finalement pour qu'on l'accueille, dans notre famille d'accueil, on nous dit, c'est la tornade blanche, on nous décrit la même chose que ce que tu m'as déjà dit et que tu vas continuer à dire après dans son histoire. Et voilà, Charles Quentin a vraiment grandi et il y a des passages très compliqués sur les 5-6 ans où là je me dis non, il faut vraiment qu'on arrive à trouver quelque chose, donc il va chez les psychologues, donc là on me sort des choses complètement aberrantes. C'est vous qui ne savez pas l'élever, vous ne l'aimez pas assez, donc quand il vous fait des crises, il faut le prendre dans vos bras et lui faire des câlins. Donc quand il a 5, 6, 7 ans, pourquoi pas. Mais arrivé un moment, c'est que c'est plus gérable, parce qu'il est, je dirais, violent avec moi. Donc du coup, il me pousse, et puis il est dans sa crise, donc je peux plus faire cette démarche. Oui. Et arrive un moment, vous en avez marre de toute façon d'avoir cette démarche, pour être honnête. Ouais. Tu dis, c'est bon, je te donne de l'amour, on fait plein de choses ensemble, parce que justement, il manquait d'amour, d'attention, ou de choses comme ça, ce que je peux comprendre quand on est dans une fratrie, qu'on est au milieu. On n'est pas le grand, on n'est pas le petit, on est celui du milieu, c'est soi-disant la place la plus compliquée. Donc j'ai vraiment fait beaucoup de choses avec lui. J'ai fait le sport, quand lui faisait du rugby. Tu t'es investi beaucoup, oui. Ouais, tous les samedis, je mangeais avec un de mes enfants, tout seul, parce que je voulais pas non plus que les autres deviennent jaloux et deviennent colériques. Donc c'était chacun leur tour. Le mercredi, après le sport, on allait manger une petite glace, une gaufre, un truc. Et je lui ai vraiment porté toute l'attention. Mais c'était jamais assez. Donc du coup, les colères ont continué. Et avec le papa, ça a été chaud bouillant pendant pas mal de temps aussi, quoi. Parce que ça, Michael, donc son père, a du mal à le gérer aussi. Bah oui. Ouais. Alors déjà, Michael était très peu à la maison, et le si peu qu'il était là, c'était sur Charles Quentin que ça tombait, je dirais. Donc, ouais. Parce qu'il ne supportait pas que Charles Quentin soit comme ça, en fait. Ouais. D'accord. Il n'acceptait pas qu'il puisse me taper, qu'il puisse me répondre, parce que je lui disais un truc et qu'il ne le faisait pas, il me répondait. Je lui disais, écoute, t'es pas contente, donc son père lui disait, tu vas me faire des lignes. Et puis il les faisait, les lignes. Donc tu as affaire à un enfant qui a beaucoup de qualités, à l'école ça se passe bien, petit en tout cas, mais à la maison c'est compliqué. Et c'est compliqué aussi parce que y a un papa qui gère peut-être pas aussi bien qu'il aurait dû. Oui. En fait, Michael, alors, il était
pas souvent là, mais dès qu'il arrivait, en fait, il fallait absolument que les gars se plient aux règles de leur père, qui pouvaient être changeantes. Du jour au lendemain, c'est un jour tu as le droit de faire ça, le lendemain tu n'as pas le droit. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué. Et Charles Quentin avait le chic, je dirais, d'appuyer sur les cordes sensibles de son père. Un exemple tout bête, on est tous à table. Charles Quentin, il a décidé qu'aujourd'hui il n'aimerait pas les petits pois, et ben il voulait pas manger les petits pois. Donc son père il lui disait non, tu manges tes petits pois, tu fais comme tout le monde, tu manges tes petits pois. Hier tu les mangeais, aujourd'hui tu les manges plus. Ce qui est normal, hein, comme Et attitude voilà. éducative, j'ai envie de dire. Ouais. Et du coup, il lui ressortait, t'en veux pas, ok, mais le lendemain midi, il lui ressortait les petits pois, quoi. Et c'était que des choses comme ça. Et du C'est-à-dire coup, qu'il lâchait pas l'affaire, quoi. voilà. Et c'était vraiment deux têtes de cochon, je dirais, qui s'affrontaient très très régulièrement. Et par rapport aux autres auxquels il allait dire oui, bah c'est pas grave, juste pour enquiquiner Charles Quentin, oui, t'as plus faim, c'est pas grave, t'aimes pas, voilà. Et en fait, ce que je peux comprendre, que Charles Quentin s'est senti un peu mis à l'écart ou différent des autres, de ses frères, c'est qu'on ne lui accordait rien. Mais il était tellement affect à côté que du coup, son père, le si peu qu'il était là, il lui disait non, tu vas obéir. Ouais. Pourquoi tes frères obéiraient et pas toi? D'accord. Donc, Ce qui fait qu'avec le temps, il y a eu une sorte de différence de traitement entre Charles Quentin et ses frères et sœurs. Et ses frères. Ce qui peut expliquer évidemment les difficultés. Soir en pleine nuit, il pleut, décidément encore. Et Charles Quentin avait dû se lever pour aller aux toilettes ou je sais pas quoi. Michael, à l'époque, buvait. Et il y a une tasse qui a volé dans la cuisine. Si je faisais pas ça, je me prenais la tasse. Et il m'a dit, toi et ton gamin de Charles Quentin, vous dégagez. Voilà. Donc j'ai pris mon petit Charles. J'ai voulu prendre les autres. Qui avait 5-6 ans à ce moment-là. Voilà, j'ai voulu prendre les autres. Il m'a dit, non, les deux autres, ils restent avec moi. Bah pourquoi? Je cherchais. Et il m'a dit, je m'en fous, vous sortez. Donc il nous a achetés dehors, tous les deux. On s'est réfugiés chez des amis. Mais voilà, en fait, c'était toujours après Charles. Or que les deux autres n'avaient rien fait de moins bien ou pire, mais c'était toujours Charles Quentin, Charles Quentin, Charles Quentin. Donc oui, je peux comprendre cette détresse. Il y avait une opposition entre les deux. Là, entre les deux, ouais. Donc du côté de Michael, en se disant, c'est moi quand j'étais petit et je vais reproduire ce que j'ai subi sur toi, je pense. Et Charles Quentin, en fait, était un petit garçon prédisposé à agir. En fonction de ça. Voilà. Il aimait, en fait, avoir ce comportement. On dit parfois de certains enfants qu'ils cherchent la cogne. Ben ouais, mais c'est ça, en fait. Et du coup, Charles Quentin, c'était son plaisir, entre guillemets, parce que je pense qu'il n'en était pas conscient de ce que ça pouvait être, mais il aimait nous monter l'un contre l'autre, moi et son père. Voilà. Je ne sais pas s'il aimait ça, mais en tout cas, c'était une façon pour lui d'attirer l'attention. Voilà. Et du coup, parce qu'il savait que moi, j'allais défendre Charles Quentin, et que Michael, du coup, allait se braquer. Donc nous, on était en conflit. De toute façon, dès qu'on parlait de Charles Quentin, on était en conflit tous les deux. Donc voilà. Comment ça se règle finalement cette nuit-là, on est revenu le lendemain. Et puis, je regarde Michael, je dis, écoute, c'est simple. C'est soit t'arrêtes de picoler, soit je pars. Et là-dessus, il a arrêté de picoler pendant deux bonnes années. D'accord. Et du coup, ça s'est mieux passé, je dirais, dans l'environnement familial. Pas avec Charles Quentin, bien évidemment. Ce conflit entre les deux est resté. Mais pour nous, même pour les deux autres à l'époque, c'était beaucoup plus agréable, quoi. Ah dès qu'on enlève la composante alcool dans quelque part, où que ce soit d'ailleurs, ça va tout de suite mieux. Hein. Oui. Et puis du coup, il s'est noyé dans le travail. Donc du coup, il était encore moins à la maison. D'accord. Et voilà. Donc c'est pas parce que tu reviens à la maison que ça se passe forcément beaucoup mieux. Hein. Ton Michael arrête de boire pendant 2 ans, mais pour autant, à cette période, il y a quand même un moment où tu te sens obligé de prendre ton fils sous ton bras et puis de l'emmener à la gendarmerie. Oui, j'ai pas le permis à cette époque-là, mais j'avais une voiture à disposition puisque Michael était garagiste. Et du coup, je mets Charles Quentin dans la voiture, je vais à la gendarmerie en expliquant
ma cause. Voilà, mon fils est en danger, son père va le frapper, il peut arriver un très gros accident, quelque chose de dramatique. Je veux que vous le protégiez. Et là, le gendarme me regarde et me dit « Mais vous savez, madame, une bonne fessée, ça n'a jamais tué personne. » D'accord. Donc, je me suis retrouvée vraiment face à moi-même et en me disant « Il n'y a que toi qui peux protéger ton fils. » Et quels sont les moyens qui te sont proposés? Eh bien, il n'y en a pas. Ouais. C'est-à-dire que il y aurait pu avoir à ce moment-là, de la part de la gendarmerie, une information préoccupante. Enfin, ils auraient pu faire leur boulot, en fait. Tout simplement, en disant, voilà, il faut qu'on protège ce petit loup, quoi. Et non, ils n'ont pas appelé les services sociaux, ils n'ont appelé personne pour que je puisse avoir des explications. D'accord, parce que tu n'as même pas une visite des services sociaux à ce moment-là. Les services sociaux, à ce moment-là, ne connaissent pas ta famille, en fait. Charles Quentin et moi et la fratrie, je dirais, personne ne nous connaît. Il a quel âge à ce moment-là? Alors Charles, il doit avoir 6-7 ans, ouais. 6-7 ans, ouais. Ouais. D'accord, ok. Donc pendant ces années-là, Michael fait un premier séjour en prison. Oui. Et tu me dis, bon évidemment c'est pas plaisant, mais ça a quand même pour conséquence le fait que ça calme un peu l'ambiance à la maison, on va dire. Oui, malgré tout, oui. Charles Quentin est un petit peu plus posé. Malgré les crises entre ses frères et tout, parce que s'il y en a un qui lui dit non, il rentre dans une colère. Si moi je dis toujours mon fameux non, ça rentre dans une colère. Il y a toujours... il nous retourne la maison, quoi. Il vire les chaises, il déhousse le canapé, il va... voilà. Oui, il retourne vraiment la maison, au sens propre. Oui, ouais. Il va prendre la vaisselle, il va la mettre par terre, parce qu'à l'époque, il la cassait pas encore, mais il la pose par terre en disant « je suis pas content, je sors les casseroles ». Il nous sortait les placards, voilà, c'était des choses... Ouais. Oui, ce qui a été... compliqué à gérer. Voilà. Donc là-dessus, on vit le quotidien avec lui comme ça, quoi. Mais même ses frères en avaient peur à arriver à un moment, parce que il grandit, mine de rien. Ouais. Puis il n'est pas fluet, Charles Quentin. Ben non. Non, à l'époque, il ne l'était pas. Maintenant, oui, mais à l'époque, il l'était pas. Il faisait du rugby et il savait... il avait de la force physique. Voilà, ouais. Voilà. Et du coup, oui, ça a été très compliqué pour moi, en tout cas. Ouais. Cette violence qui n'était plus dirigée sur son père, puisqu'il n'y avait que nous à la maison, elle était toujours là et présente, et pour rien, quoi. J'ai décidé que je ne ferais pas mes devoirs, je ne les ferais pas, je n'ai pas envie de ranger ma chambre, j'ai pas envie d'aller à la douche, j'ai pas envie... Non, voilà, c'était des choses bêtes. L'absence du père peut jouer là-dessus aussi. Ah, mais alors quand il est là, il se crêpe le chignon. Quand il n'est pas là, il se crêpe le chignon avec moi. Ouais. Donc voilà. Mais difficile pour toi, ça c'est sûr. Oui. Et moi, malheureusement, c'est qu'il grandit. Donc, et c'est ça qui est... C'est ça qui fait que c'est compliqué pour toi. Ben oui, parce que moi, il arrive un moment que vous en avez peur de votre fils. Vous vous dites... Je comprends pas, là, je vais me prendre un pain de ces quatre et ça va partir comme ça, quoi. Ouais, t'as vraiment peur qu'il te frappe, en fait. Ah oui, parce qu'avec ses frères, ça pouvait être très violent. Donc, oui, il se frappait, il se castagnait vraiment, là, pour le coup. Oui. D'accord, ok. Donc, c'est ça. Et arrivé un moment, même ses frères avaient peur de lui. Cette violence, elle dure jusqu'aux 12 ans de Charles. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, à peu près? Eh ben, un soir, j'avais déjà fait venir les pompiers plusieurs fois quand Charles Quentin nous faisait des crises. Donc, ils venaient, ils l'emmenaient, et puis voilà. Les services sociaux, là, pour le coup, étaient forcément au courant? Mais même pas. D'accord. Non, il arrivait, il passait sa nuit à l'hôpital, et puis voilà, il revenait le lendemain, il fallait que l'on aille le chercher, et puis c'est bien, ça y est, il est calmé. Et t'as jamais eu et tu t'es pas allé les voir, toi, les services sociaux à ce moment-là? Je suis allée les voir en disant, mais j'ai un problème, j'ai un souci avec mon fils, machin, qu'est-ce que je peux faire? Et on m'a dit, non, madame, vous savez, les services sociaux, les enfants, il y en a trop, on peut rien faire, voilà. Il n'y a que quand je suis arrivée ici, où j'ai rencontré, non, même pas, c'était une maîtresse qui m'avait dit... faut croiser les doigts pour que ça passe, mais elle m'avait donné un numéro et la personne que j'avais eue m'avait dit en fait on peut pas faire grand chose, quoi. D'accord. Par manque de moyens ou parce que juste ils ont estimé que... Parce qu'il n'y avait pas gravité pour eux, quoi. D'accord. Ils étaient pas non, faut absolument qu'on vous aide. Ils comprenaient pas ma détresse. D'accord, ok.
Un jour, donc... Charles Quentin me retourne toute la maison, sa chambre, entre autres, et il y en a partout. De toute façon, on voit même plus la couleur du sol. Il avait déchiré tous ses cahiers, tous les trucs d'école étaient déchirés, on en avait partout, les vêtements par terre. Et là, il y a une grosse colère. Et du coup, je dis, vous prenez Charles Quentin, vous le mettez dans la voiture, on retourne à l'hôpital, puisque les pompiers, je les avais appelés, ils ne voulaient pas venir. Donc je dis, vous le mettez dans la voiture. Et du coup, Tu dis ça à tes autres Mickaël enfants et à ton Paul-Louis. mari, oui. Son Et père. voilà, et vous le prenez avec vous sur la banquette arrière et on l'emmène à l'hôpital. En me disant, de toute façon, il ne va rien se passer, je vais encore l'amener, et puis le lendemain, il faudra que j'y retourne pour aller le rechercher. Et là, en fait, Mickaël dit à Paul-Louis, mets-lui un coup de poing, calme-le, ou je sais pas, un truc comme ça, moi, je vais pas percuter, parce que les pieds de Charles Quentin étaient sur ma tête à me donner des coups de pied, moi qui conduisais. Oui, c'était pas pour rien, oui. Non, Hein. donc Il voilà, était tellement énervé, voilà. il se calmait pas Et du coup, il devenait dangereux dans la voiture. Voilà, et Mickaël s'est dit, moi je veux pas qu'on me reproche, je veux pas qu'on me reproche que j'ai frappé mon fils, parce qu'il connaissait mes démarches vis-à-vis de ça, donc il a demandé à son frère de lui donner. Donc là, du coup, c'était voilà, une bagarre de frères, quoi. Ouais. Et à l'hôpital, quand il a entendu ça, Charles, il était la tête sur le côté et il a mordu son père sur le bras, juste derrière. Et en fait, machinalement, quand on vous mord, il y a le coude qui fait ça. Et ça a cogné l'œil de Charles Quentin. Et arrivé à l'hôpital, Charles Quentin s'était fait frapper par son père. Et il était en grand danger. Ah, alléluia. Ouais. Enfin. Malheureusement, oui, Dans enfin une cette solution. tragédie, je dirais, il a fallu un coup de coude qui était Pas de volontaire, surprise quoi, ouais, et ouais. pas je veux te frapper, qui a déclenché là le processus d'enfant en danger. D'accord. Et voilà. Et c'est là que l'ASE comment commence à a dit, s'intéresser à voilà. Charles Quentin. Ouais. D'accord. Mais toutes les batailles que j'ai eues avant n'ont mené à rien. Donc, et Mickaël, justement, se protégeait en disant moi, je le frappe pas, comme ça. Oui, mais c'est que c'était déjà fait d'avant. Donc, Ouais. moi, j'ai vu des choses et il y en a beaucoup qui m'ont été cachées aussi. Donc, C'est-à-dire vis-à-vis de la violence de Charles Quentin. Moi, Charles Quentin m'a raconté des choses. Je dis, mais je savais même pas, Charles. que son père était violent son père avec lui. avait été violent à ce point-là. Moi, je ne D'accord. savais pas. De violence J'étais pas de quel ordre? de claques, de fessées, de choses. Mais moi, si Charles Quentin n'était pas avec moi, je ne pouvais pas le savoir. Mais j'ai été présente aussi de coups qui ont été donnés. Mais arrivé un moment, on se dit, mais de toute façon, il n'y a que ça que tu comprends. Ouais. Moi, je me suis vue. C'est malheureux à dire, mais vous vous sentez désarmé face au moi, je comportement vais de te Charles raconter une anecdote qui n'est pas glorieuse pour moi, mais je n'avais pas le choix. Charles Quentin, on est dans une grande surface. Il est tout petit, hein, il a 4 ans, peut-être 3-4 ans. On est dans une grande surface. Du début du magasin jusqu'à la fin du magasin, il a hurlé, crié, parce qu'il voulait quelque chose que j'ai dit non. Et arrivé à la caisse, il prend tous les bons paquets de bonbons, il les met dans mon chariot et tous les autres, il les explose par terre. En plein été, je prends ma tongue, je prends les fesses de mon fils et ping, 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 une tongue. Et je dis qu'il y en ait une qui bouge et qui me dise quelque chose, je peux vous assurer, ça me ferait super plaisir. Et là, personne n'a bougé, personne n'a appelé les services sociaux, personne n'a rien dit. Et pourtant, j'étais dans une grande surface immense. Et voilà. Mais je pense que les gens qui étaient en même temps que moi ont entendu mon arrivée et ont entendu ma sortie. Donc ils se sont dit, oui, elle a fait toutes ses courses avec ce gamin qui hurle. On peut la comprendre. Ouais. Et en fait, voilà, cette violence, je dirais que Charles Quentin, il en avait besoin, mais c'est la seule arme que j'avais. J'avais beau lui expliquer, non, je ne peux pas, je ne t'offrirai pas ça, tu n'as pas été sympa, tu n'as rien fait. Tu fais tout pour ne pas mériter les choses. Je ne dis pas qu'il faut la carotte, mais voilà. Et c'était dès le début, donc... et cette anecdote, lui, le premier, l'a appris il n'y a pas longtemps. Ouais.
Lui a été choqué sur une fois où je fais des crêpes ou un truc comme ça. Il a dû avoir des mots ou un truc pas sympa. J'ai la poêle dans la main et puis je le tape sur la tête. Ça l'a choqué. Par contre, il y a d'autres choses, comme cette fameuse coup de tongs dans le magasin, il s'en rappelait pas. Par contre, mon petit coup de poêle, il s'en est rappelé. Voilà, il y a des choses... Alors le fait est que, dans le cadre de cette interview, l'objectif n'est évidemment pas de porter un jugement ni sur Charles Quentin, ni sur toi, mais juste d'exposer comment se sont passées les choses. C'est ça, parce que moi j'ai plutôt toujours été dans la non-violence avec mes enfants. Paul-Louis ne pourrait plus le dire, mais Julie Minière pourrait le dire. Oui, j'ai pas été quelqu'un qui avait la main leste ou... Non, mais plutôt dans les explications, dans la démarche de je me pose, on en discute, on laisse passer la colère, on en reparle après. Voilà. Je pense que Charles Quentin, il a pu comprendre des choses avec ça, mais malgré tout, il est resté très, très coléré. D'accord. Donc, suite à cette histoire de coup de coude dans l'œil, les services sociaux s'activent, là. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on passe au tribunal, là. Ouais. Ouais. Et assez rapidement, en fait? Ah oui. Là, ça a enclenché tout de suite un truc, mais impressionnant. Et je pense que les infirmières qui étaient là, elles ont vu, ma détresse à moi, et elles ont enclenché le truc en disant oui, non, là il faut... Parce que c'était pas la première fois qu'il venait, c'était pas... Mais le fait qu'il ait un petit truc à l'œil, c'était rien de méchant, hein. Franchement, il avait le petit... l'œil qui avait du sang, mais c'était pas un gros cocard, où il y avait juste l'œil. Mais je pense qu'avec les mots que j'ai pu avoir avec elles se sont dit oui, là il faut vraiment qu'on déclenche quelque chose. Et c'est là-dessus que c'est parti après, mais oui, très rapidement. D'accord, ok. Puisque je crois que Charles Quentin n'est pas re-rentré à la maison. On nous a demandé de revenir avec des vêtements. Il avait dû être placé en foyer tout de suite. D'accord. Okay. Et au tribunal, ça se passe comment pour vous? Alors, compliqué de se dire accepte, on va t'enlever ton fils, mais c'est pour le protéger. Donc voilà, pour moi c'était très compliqué. Mais c'était un bien pour tout le monde en fait. Ouais. Pour lui surtout, dans un premier temps, pour ses frères. Et nous, notre vie de couple malgré tout, de dire il est là et au moins il est protégé, pour moi. D'accord. Parce que sinon il serait arrivé un accident. Parce que Charles Quentin prenait de l'ardièse, parce que voilà. Et le conflit, moi j'ai toujours eu peur de ça. Hein. Ouais. Qui est un coup... qui partent et donc je le vis mal, bien évidemment, en tant que maman. Mon petit cœur de maman est meurtri, mais pour le bien de mon fils, pour le préserver, pour qu'il arrive à grandir, je dirais différemment, mais à grandir avec des bonnes bases, ce que je pensais, que les services sociaux étaient apte à lui apporter un cadre plus agréable que celui de la maison, ce qu'il a retrouvé avec vous. Hein. Mais quand il était en foyer, c'était l'horreur en fait. Il était mené à lui-même et... Les foyers, moi j'en ai pas... Enfin, j'ai jamais considéré que c'était une bonne solution, ou en tout cas, sauf à de rares exceptions près. Et du coup, en fait, c'est ça. C'est que il a fait des choses qu'il n'aurait pas fait s'il avait été en famille d'accueil. Mais les familles d'accueil avant toi, je pense qu'il y en a qui ont morflé. Oui, c'est-à-dire qu'il a été en famille d'accueil avant d'arriver chez nous et avant d'être en foyer ou il est allé de gauche à droite, de foyer, il est revenu, après il était en internat à l'école, il était... mais voilà, tout ce que tu n'as pas connu toi... Il a eu le temps de se construire son... Il a eu le temps de se construire sa notoriété de tornade blanche. Voilà. Donc en fait, c'est ça. Tout ça, il l'a fait, et quand il est arrivé chez toi, voilà, il s'est posé, il s'est... Mais nous, même quand il était chez toi, nous, quand il venait à la maison ou autre, c'était encore des colères, des choses, de la jalousie, des choses... Donc tu dis bon... Et nous, pendant 2 ans, on ne le verra pas. Ben non. Du tout.
Et quand je dis qu'on c'est la tornade blanche, c'est à l'association qui s'en occupait à ce moment-là. Il était en foyer, enfin il a fait des foyers. Et on nous décrit exactement l'enfant ingérable, la tornade, quoi. Et nous, pendant 2 ans, on le verra pas du tout. Et c'était impressionnant, vraiment, parce qu'on s'attendait à ce que ce soit compliqué. Et en fait, alors ça va être compliqué, mais pas chez nous. C'est-à-dire que ça arrive de temps en temps. C'est-à-dire que au collège, c'est un bazar. D'ailleurs, il finit par se faire expulser. Il va faire énormément du temps qu'il va passer chez nous. Sur les 2 ans, il va être beaucoup déscolarisé. Donc, je vais passer énormément de temps avec lui. À l'extérieur, il fait un peu n'importe quoi, oui. mais avec moi, je vais passer beaucoup de temps avec lui, notamment à faire des travaux à la maison, à faire plein de trucs, à l'occuper, parce qu'il faut bien l'occuper. Et je vois un gamin parce qu'il est il a 14-15 ans à ce moment-là, qui ne réchigne jamais à aller faire les travaux avec moi, et pourtant Dieu sait qu'on a fait du terrassement, on a fait des trucs, on a fait un petit peu de tout et n'importe quoi. Reste toute la journée, me dit jamais qu'il en a assez, et reste avec moi jusqu'au bout à ranger, nettoyer le matériel. Il y a des fois, c'est moi qui dis stop parce que je suis fatigué. Et ça, je trouve ça impressionnant, mais c'était nickel aussi, pareil, il mettait la table, alors c'est ce qu'on a dit, un enfant bien élevé, il mettait la table, et j'avais eu un souci. J'ai eu une fois en 2 ans un petit moment où vraiment, il y a un truc qui l'a agacé, je ne me souviens plus de quoi. Mais ce qui est amusant en plus, c'est qu'à ce moment-là, le conseil départemental n'a plus spécialement envie de travailler avec moi. Parce que j'ai appris après coup, enfin je le savais déjà un petit peu, que je devais faire office de tornade blanche également, n'est-ce pas? Et ils n'ont plus spécialement envie de travailler avec moi, et ce qui fait que c'est pas à moi en plus qu'il est confié au début, Charles. Il est à l'Envol, donc une association, c'est plus directement le département qui s'en occupe, et il est confié à mon épouse. D'accord. Qui finalement, pour tout un micmac, pourra pas le garder administrativement parlant, donc il m'échoit quand même, mais c'était pas volontaire de leur part. Donc le placement, comme on l'a dit, est prononcé, et puis un placement c'est rarement pour 15 jours, donc ça dure finalement, et puis ça dure jusqu'à ce qu'il faille retourner aux différentes audiences, parce que y a une audience tous les ans. Et comment ça se passe, ça, ces audiences-là? Eh bien, compliqué, moi en tant que maman, comme j'ai dit tout à l'heure, mais malgré tout, pour la protection de Charles Quentin, je redemande la prolongation du tribunal, et on demande à Charles, lui aussi, il avait son mot à dire, et il aurait pu revenir, mais moi je préférais qu'il reste. Il aurait pu demander lui aussi à revenir, mais finalement il préférait rester... D'accord. Je pense. C'est-à-dire qu'il s'apercevait lui-même quelque part que... Moi j'imagine qu'il y avait évidemment des audiences préparées avec son référent. Monsieur, et que il devait discuter de la possibilité, de la faisabilité, de l'intérêt pour tout le monde qu'il revienne en famille. Et donc, grosso modo, tout le monde est plus ou moins d'accord, même si ça plaît pas, même si c'est pas une solution idéale, pour que le placement soit prolongé, en fait. Parce que Charles, je pense qu'on lui a posé... Moi, je lui ai posé la question une fois, il m'a dit « Mais non, maman, je vais revenir ». Et du coup, il m'avait fait comprendre qu'il voulait revenir, mais qu'il n'avait pas changé. J'ai dit, oui, mais est-ce que tu as changé? Il m'avait dit, bah non. Bon, alors, non. Et du coup, voilà. Donc c'est peut-être ça, le rejet que lui, il ressent. Mais moi, il fallait qu'il change pour réintégrer la maison. Parce que sinon, comme je l'ai toujours dit, ça aurait très mal fini. Et alors, il y a un placement, mais pour autant, un placement, c'est pas zéro contact. À ce moment-là, vous le voyez tous les 15 jours. Il y a ce qu'on appelle les week-ends. Il y a ce qu'on appelle des droits de visite et d'hébergement. Et tous les week-ends, il venait vous voir. Oui. Et à ce moment-là, notamment, à peu près, moi je me souviens, c'est à peu près au début de notre accueil, son papa est de nouveau en prison. Et il y a quelque chose qui vit assez mal, il a pu m'en parler, c'est que il y a une histoire particulière à ce moment-là, ton histoire avec Michael. Oui, moi c'est fini avec Michael. En fait, ce retour en prison, au bout de 6 mois, quand il retourne là-bas, je lui annonce que c'est fini entre nous, que moi je ne supporte plus non plus. Lui, il ne m'écoute pas, je dirais, parce que quand on est arrivé en Bretagne, il devait être droit, carré, il arrêtait les bêtises, il faisait...
Voilà, et il a continué, il a réitéré et a volé les gens, et ce qui lui a valu la prison. Et du coup, j'ai pris la décision de dire stop. Moi, je suis désolée, mais je cautionne pas tout ça. Et ça casse votre couple. Oui, complètement. Donc je me retrouve, moi, plus que toute seule avec les 3 autres. Et Charles Quentin, lui, vient tous les week-ends à la maison. Et arrivé un moment, Charles Quentin me dit, ouais, mais moi, j'ai pas envie d'y aller. Oui, parce que pour préciser, tu avais, malgré le fait que tu ne sois plus en couple avec Michael, tu lui avais quand même promis de lui amener au parloir ses enfants. Ouais. Et Charles, il est placé chez nous, enfin il est accueilli chez nous, il vient te voir le week-end et il s'aperçoit qu'une bonne part de son week-end, c'est grosso modo comme ça qu'il le vit, en tout cas qu'il m'explique, est dédié à de la route parce que la prison n'est pas à côté. Voilà. C'est à Caen, donc c'est 2 heures aller, 2 heures retour. Voilà. Donc oui, tu as tout ton samedi qui est mort, quoi. Voilà. Donc, et c'est sûrement pas de ça qu'il rêve, évidemment. Non, je sais bien. Donc au bout d'un moment, il te dit qu'il veut plus y retourner, quoi. Et du coup, je lui dis, ouais, mais moi, je peux pas te laisser seule à la maison. Tu vas me retourner la maison, tu vas... Voilà, parce que comme tout adolescent, ça vole, ça vous chope les trucs pour les revendre, ça... Alors, je sais pas si tous les adolescents font ça. Non, mais en tout cas, tu avais peur que ça se passe comme ça, ouais. Voilà, moi le connaissant, et du coup, j'ai dit non. J'ai dit, je peux pas te laisser tout seul à la maison. Tu es capable de me foutre le feu dans la maison. Parce que c'était dans ces moments de folie, il pouvait tout m'arriver, quoi. Donc, ce qui fait que c'est compliqué encore cette période-là. Donc, ça n'arrange pas vos relations. Non, encore de la violence. Et moi, je me souviens très bien d'une altercation avec Charles Quentin et avec son frère, parce que son grand frère lui dit non, tu descends. Et du coup, il prend son frère par l'épaule et il lui dit, tu viens. Et Charles Quentin dit non. Et là, je vois Charles Quentin et Paul se disputer, je les sépare, je fais rentrer Paul dans sa chambre, je ferme la porte et au même moment, je vois le poing de mon fils arriver. Encore une fois, j'ai juste le temps de pencher la tête et j'ai le trou dans la porte. Oui, il fait un trou avec son poing dans la porte. Voilà, donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez son référent et vous lui dites, je ne peux pas garder Charles, hors de question, je n'en veux plus. Je dis là, c'est l'élément déclencheur de trop. Je ne veux plus le voir. Pour le moment, j'ai besoin. Moi, à l'époque, il fait 80 et quelques kilos, le gamin. Moi, j'étais encore plus menu que ça. Je faisais peut-être 45 kilos, et encore. Ouais. Donc oui, c'est très compliqué. Il fait le double de mon poids, le petit. Oui, clairement. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, face à lui? Mon autorité, mais il n'en a rien à faire. Donc, voilà. Et du coup, oui, moi, je l'ai laissé partir. Il fallait que je me protège, moi, là, du coup. Parce que c'est moi qui avais peur de mon fils. Je n'avais plus peur pour lui, puisque son père n'était pas là, mais j'avais peur pour moi et ses frères. Donc, ce qui fait que pendant les accueils, les DVH, c'est pas tout le temps, il y en a qui sont annulés. Ça peut évoluer ça, avec le temps, on repasse devant le juge. Évidemment, tout ça, c'est encore des lourdeurs administratives. Oui, et puis du coup, après, Charles Quentin a, lui, eu son appartement sur Dinan. Parce que oui, on avance un petit peu. Au bout d'un moment, nous-mêmes disons stop, pour diverses raisons que je ne vais pas détailler, j'en ai parlé dans son interview. Et oui, effectivement, ensuite, il y a l'après-accueil chez nous, où oui, effectivement, il est... il retrouve une famille d'accueil, je me souviens, mais qui jette l'éponge assez rapidement. Oui. Là oui, très rapidement. Et puis les services sociaux, effectivement, lui trouvent un appartement. Enfin, on essaye on voit que ça marche pas en famille d'accueil, puis au bout d'un moment, quand il y a une famille d'accueil qui dit non, une deuxième qui dit non, etc., on cherche plus de famille d'accueil. On sait comment ça va se passer. Et donc, effectivement, oui, il lui trouve une solution pour essayer de l'amener à l'autonomie. Donc, il a un appartement, etc. Et alors, comment se passent ces relations avec lui? Alors là, du coup, pour moi, il me paraissait bien, il était heureux, il était avec sa petite copine, il avait une petite vie dans laquelle il était, je dirais, comblé. Donc je le voyais bien, je le voyais heureux, on le voyait très souvent, puisque nous on allait sur Dinan avec son frère, avec son petit frère, on passait la journée ensemble, on allait grignoter un petit bout et tout. Et en fait, non, ça devait pas être ça, puisque
j'ai découvert des choses que Julie Millien m'a racontées après en me disant, bah non, Charles, il est pas... Ouais, il va pas bien. Non. On va pas détailler, mais il va pas bien. Voilà. Ouais, clairement. Et... ne serait-ce que parce que c'est compliqué de se retrouver en autonomie quand on a à peine 18 ans. Il l'avait peut-être même pas encore à ce moment-là. Non, parce qu'à l'époque, moi je me souviens, hein, on est tous les deux sur le canapé et il me dit, maman, tu sais, en fait je regrette parce que c'est dur la vie d'adulte. Ah oui. Je dis, bah oui. Ça, oui. Mais tu l'as voulu, cette vie d'adulte avant l'heure. Ça a été tes choix de vie. Tu voulais ton indépendance, tu voulais faire ce que tu veux, tu voulais... Il me dit oui. Il me dit, mais c'est pas facile. Je dis, bah voilà. Bah, tous les enfants qui ont fait ce choix ou qu'on a plus ou moins incité à faire ce choix parce qu'on n'avait plus d'autres solutions, quand je dis on, c'est les services sociaux, regrettent souvent après derrière. Parce qu'effectivement, être tout seul, jeune, quand on n'est pas préparé à faire la paperasse, à avoir toutes les responsabilités d'adulte, ne serait-ce qu'à se faire à manger, à faire le ménage, c'est compliqué, très clairement. C'est compliqué. Ah bah ouais. C'est compliqué déjà pour certains adultes, oui, alors pour des enfants ou à peine adultes, oui, c'est difficile. Non, mais c'est ça. Donc, oui. Et moi, j'ai pu l'aider comme je pouvais, en fait. Le réconforter, aller lui faire des courses, aller le voir régulièrement avec son frère, passer vraiment des moments sympas. On a passé une après-midi, je dirais, à faire un peu les foufous. Une anecdote, on s'est mis tous les trois dans le photomaton, on se met le doigt dans le nez, on a fait des grimaces. Et voilà, en fait, c'est ce genre de choses. Et je pense qu'il avait besoin de ça. Mais malgré tout, il ne comprend pas tout. Encore. Alors il faut dire qu'il y a une chose aussi qui ne l'aide pas, c'est que très peu de temps après qu'il soit parti de chez nous, on revient un petit peu en arrière, très peu de temps après qu'il soit parti de chez nous, il a à peu près 16 ans, il perd son père. Et 6 mois après, en plein confinement, il perd son grand frère. Il perd son grand frère dans des conditions tragiques, de toute façon les deux. À 6 mois d'intervalle, perdre son père et un de ses frères, ça fait mal, très clairement, ça aide pas, surtout quand on est déjà un peu fragile. Et surtout quand on vit tout seul dans un appartement, où dans ces conditions-là, on n'a même plus du tout envie de penser à se faire à manger ou à faire le ménage. Donc oui, c'est compliqué. Et en plus, j'imagine que, évidemment, c'est compliqué pour toi aussi. Ah bah oui, très compliqué. Mais on est en plein Covid en plus, donc... D'ailleurs, et nous, ça va faire notre bonheur, je mets une touche de sourire là-dedans, c'est que son référent, que j'aime beaucoup, nous rappelle à ce moment-là, parce qu'il va pas bien, évidemment, Charles, quand il a perdu son frère, on est en plein Covid, et nous, on le reprend pour 1 mois. Et on est très content de le revoir, évidemment. Quand bien même on a pu demander nous-mêmes la fin de l'accueil, on est très content, parce qu'on le revoit toujours, de toute façon. Et on est très content, et on passe 1 mois avec lui en confinement, super. Enfin, on a de la chance, on vit à la campagne, le confinement, nous, on le voit pas trop. Ouais, voilà. Bah, nous non plus, hein, moi j'allais à la plage. Ouais. Donc voilà. Mais ouais. Et c'est vrai que c'est ça, Charles Quentin, tout du long. C'est un mélange de très bon et de pas bon du tout. Le pire et le meilleur sortent de Charles Quentin. Hein. Je dirais, il a son petit ange sur l'épaule gauche et le petit démon sur l'épaule droite. Et de temps en temps, voilà, à qui je porte le plus d'importance et lequel je prends aujourd'hui. Mais c'est ça. Mais il est tellement... Oui, moi c'est Charles Quentin, hein, de toute façon. Bon. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que, parce qu'on en arrive à la fin de cette interview, tout ce que je souhaite, c'est qu'il se remette bien. Je l'ai revu il y a 3 jours. Il a l'air d'aller bien. Avec Charles Quentin, le problème, c'est, j'ai envie de dire, c'est comme avec tout le monde. Il a toujours l'air. Voilà, on ne sait pas si vraiment il va vraiment bien. Mais il a l'air, en tout cas. En tout cas, il revient nous voir, ce qui nous fait toujours extrêmement plaisir. Et quelque part, ça m'inquiète plus quand il n'y a pas de contact. Bon, pour autant, ça ne veut pas dire que tout va bien, mais et puis j'ai envie de dire, avec la vie qu'il a eue, c'est un petit peu comme la vie qu'a eu son père. C'est pas, faut pas se leurrer, ça aura forcément des conséquences. Ah mais bien sûr. Et c'est un petit peu notre boulot, nous, en tant que famille d'accueil. C'est-à-dire qu'on espère le plus, c'est qu'on arrive à casser ce genre de dynamiques qui ont négatives, quoi, quelque part, difficiles, de vie difficile, qui ont tendance à se reproduire d'une génération à l'autre. Est-ce que quelque part ça va marcher pour Charles? Je ne sais pas.
Est-ce qu'on a réussi à lui apporter quelque chose? Nous, on nous dit dans les services sociaux, et je veux bien le croire, qu'il en reste toujours quelque chose. Ah, mais bien sûr. La preuve, moi, quand tout le monde nous le dit, Charles, c'est quelqu'un de poli, de gentil, il a une éducation qui est parfaite. C'est moi, les premiers mois. Donc, je me dis, voilà, au moins, j'ai fait ça de bien. Bravo. Non, mais c'est ça. Bravo, parce que non, c'était vraiment très bien fait. Enfin, nous, ça nous a marqué tout de suite, en fait. Mais oui, même encore à l'heure d'aujourd'hui, Jules Emilien, maman, s'il te plaît, est-ce que je... Voilà, il y a ce respect de... Mais c'est pour tout le monde. Mais j'ai été élevée comme ça, dans le respect de l'ordre des choses. Mais ouais, non, il faut juste qu'il arrive à se reconstruire, à construire sa vie, à laisser passer le passé. Il faut qu'il arrive à comprendre ce qui lui est arrivé, le pourquoi du comment, mais il faut qu'il arrive à guérir de ça. Bon. En tout cas, ça m'a fait plaisir de t'avoir interviewé parce que ça montre aussi, ça casse un peu l'idée reçue que peuvent se faire les gens qui ne connaissent pas ce genre de situation et qui peuvent se dire, tiens, les parents d'enfants placés, c'est des parents maltraitants, c'est des monstres. Oui, mais non. Moi, j'ai rarement vu ça. J'ai vu des situations horribles, des situations compliquées. J'ai eu des visions sur des parents qui sont compliqués. Mais en fait, ce que moi, j'ai pu constater, avec évidemment un nombre de situations limitées, c'est que la plupart du temps, c'est pas ça. En tout cas, ce que j'ai pu constater, moi. Donc, voilà. Mais je dirais, à la limite, les vrais parents maltraitants, ils savent tellement bien faire les choses que ça ne se voit pas, je pense. Parce qu'on voit tellement de faits divers sur ça. Moi, c'est quelque chose qui me pique, moi. Donc, en fait, je me dis, ils doivent être plus malins que le... Est-ce que les faits divers ne sont pas choisis spécifiquement par les médias parce que ça fait vendre, entre guillemets, ou est-ce qu'on a aussi des situations qui auraient pu être la tienne, quelque part, où les services sociaux prêtent pas forcément attention, n'ont pas le temps, et puis finalement, il y en arrive qu'à un moment où ça a explosé, ce qui aurait pu être le cas de ta famille. Ça, en fait, il faut attendre un drame pour qu'ils commencent à réagir. Non, moi c'était avant le drame que je voulais que les choses avancent. Je voulais que vous puissiez vous rendre compte de la situation, mon fils était en danger. Si je les laissais tous les deux, je dirais avec son père, ça aurait pu être dramatique. Et c'est ça, cette situation que je ne voulais pas. Surtout pas d'ailleurs. Parce que justement, on voit tellement de faits divers, un accident malheureux quand on... Non. Oui, puis de toute façon, quand on est mère, quand on est parent, on n'a pas envie que ça se termine comme ça, évidemment. Mais bien évidemment, donc moi je suis assez louve. Donc non, mais c'est mes enfants, c'est bien évidemment, c'est tout pour moi. Bon, en tout cas, je te remercie. Merci à toi, Steve. La maladie, 6 ans d'adoption, puis 10 années de famille d'accueil, et au bout, le miracle. Comment ? C'est ce que je vous raconte dans ce livre. Au-delà de cette histoire touchante, je dis ce que j'ai appris de la protection de l'enfance. Est-elle aussi efficace qu'elle le pourrait ? Je ne le pense pas. Mais quand le sujet est abordé par les médias, il y a souvent incompréhension. Si vous voulez avoir le point de vue de quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur et qui veut que ça s'améliore, je vous conseille « Comment j'ai rencontré ma fille ».